Chers amis, bonjour. Je vais essayer de pas trop faire bouger la table. Bonjour, 14 juillet. Chacun fête le 14 juillet à sa façon. Personnellement, je vais vous parler ce matin d'Ubergate. C'est rédigé, j'ai rédigé avant-hier, hier, enfin les jours d'avant. Ubergate. Macron a fait entrer le loup dans la bergerie. Macron accusé d'avoir confondu son rôle de lobbyiste avec celui de ministre des Finances. Je dois reconnaître que j'ai été choqué d'entendre un truc pareil. C'est à peu près à cette époque que les téléphones portables, incluant Internet, faisaient leur apparition. C'était une révolution. Personnellement, j'avais entendu une anecdote que j'ai déjà racontée à de multiples reprises, qui est la suivante. À Beverly Hills, des stars étant sorties pour faire quelques courses à l'extérieur des hauts murs, des chômeurs attendaient que les stars en question les appellent, ou plutôt les commandent via une application pour simplement aller décharger le coffre de la voiture. Donc pour une demi-heure de job, en gros, mais je suis très optimiste encore quand je dis ça. J'étais sur le cul, quoi. En somme, déjà l'ubérisation pointait son nez, et on voyait là, par cette simple anecdote, à quel point rien, absolument rien, dans le droit du travail n'était prévu pour protéger ceux qui, dans la mouise du chômage et de la précarité, seraient susceptibles de les protéger socialement. Qu'on ne se méprenne pas. Je n'ai rien contre le fait que des gens riches et célèbres embauchent ainsi sous couvert de cette application. Il est d'ailleurs tout à fait probable qu'à cette époque, ils n'avaient pas vu du tout où était le danger. Moi qui vois souvent clair plutôt que beaucoup d'autres, j'y ai tout de suite perçu le danger de l'ubérisation par cette anecdote. Et le fait que Macron, à l'époque, ait agi ainsi, sans lui le voir aussi, me semble une gravité bien plus grande que ce qu'il prétend. Et ça en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas parce que je le sors régulièrement qu'il est obligé d'en faire autant. Bah oui, c'est vrai en plus. Il n'était pas ministre de l'économie d'un parti de droite, que je sache, mais d'un gouvernement socialiste, celui de François Hollande. À ce titre, la connotation humaniste des valeurs défendues par François Hollande, président de la République et son gouvernement, autant que faire se pouvait, idéologiquement en tout cas, eût été précisément de percevoir le danger. Le souci n'est pas de cet ordre, il réside dans le fait que, dès lors qu'une nouvelle technologie apparaît, et que cette technologie révolutionne un secteur aussi conséquent que l'économie tout entière, de façon systématique, le vide juridique alors autorise n'importe qui, sur le plan entrepreneurial, à en user relativement à ce que ce vide juridique, par définition, leur permet. C'est en ce sens, justement, qu'en tant que ministre du Commerce, il avait un devoir de vigie vis-à-vis de cette entreprise. Il a donc failli à sa tâche. Je veux dire qu'un ministre de l'économie, de façon générale tout le temps, doit avoir un rôle de vigie au sujet du droit du travail. C'est ça le vrai problème en fait. C'est en quoi est-ce que ça pèse ou pas dans ces... Et malheureusement, souvent ça pèse peu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ceci est valable pour n'importe quelle découverte appliquée à n'importe quel secteur de l'économie, je dirais même n'importe où dans le monde. Pourquoi, alors ça, c'est une question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette affaire n'est pas sortie avant les élections? Il se trouve que Macron veut dézinguer le service public. Il n'y a peut-être pas, c'est pas anodin qu'il y ait un lien entre l'un et l'autre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il se trouve donc que Macron veut dézinguer le service public et la cellule d'investigation qui a fait sortir l'affaire émane de Radio France. Alors si c'était sorti avant les élections, on aurait pu objectivement accuser la cellule d'investigation de Radio France de ne le faire que pour des raisons électoralistes. Alors qu'à présent, le sortir maintenant, justement après les élections, on ne peut plus. Cette accusation ne peut se faire. C'est finement joué de la part des journalistes d'investigation qui sont certains du bien fondé de leurs recherches, comme je les comprends. Ah ben moi, je suis derrière eux à fond la caisse. 2 jours plus tard, Macron enfonce le clou en bras de chemise. Ça en fait bouger une sans faire bouger l'autre. Et argumente par le fait qu'il ait créé des emplois. En somme, il est droit dans ses bottes en caoutchouc. Mais oui, vous savez, les bottes en caoutchouc avec les petites grenouilles sur le côté, là. Le souci, c'est que l'eau monte. En effet, cet argument... Oui, je disais alors qu'on est en canicule, mais enfin... En effet, cet argument, pour moi, ne tient pas la route. Si une demande est là, commercialement, je veux dire, précisément, c'est le moment ou jamais pour envisager de veiller à proposer une offre où la loi protège
celui qui va y répondre. Je ne parle pas là des entrepreneurs que je qualifierais d'opportunistes, mais des gens qui bossent dans la boîte et qui sont en bas de l'échelle sociale, eux. Qu'il ait fallu répondre à cette manne financière était une évidence, commercialement parlant, j'entends. Mais le problème était bien plus complexe que cela, puisque les licences pour avoir le droit d'exercer en tant que taxi étaient à l'époque exorbitantes. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, parce qu'il y a eu des témoignages au moment des grèves des taxis, ça avait fait un foin pas possible quand même à cette époque-là. Et il y avait beaucoup de chauffeurs de taxi qui avaient témoigné, des patrons de sociétés de taxi qui avaient témoigné, qui expliquaient leur endettement. J'aimerais bien savoir comment ça s'est résolu au fil du temps. Avec la présence d'Uber, qui donc a été imposée par Macron, comment financièrement, au niveau des prêts qui avaient été engagés et tout, comment est-ce que ça a été résolu par les banques? Je pose la question. Là, voilà. Je pose la question parce que je suis très curieuse de savoir. Plutôt que de chercher un véritable compromis pour satisfaire la profession, alors qu'Uber n'aurait pas été nécessairement interdit, l'occasion aurait dû avoir été saisie pour précisément trouver un juste équilibre entre le statut des chauffeurs de taxi, tel qu'il était avant Uber, et l'éléphant dans un magasin de porcelaine que fut l'arrivée d'Uber dans le milieu des taxis, telle qu'elle s'est produite. On dit que gouverner, c'est prévoir. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Macron avait toutes les cartes en main, obligatoirement infiniment plus informé que moi, je suppose quand même, pour parvenir à observer le vrai danger que représentait Uber à l'époque. Je dis, j'affirme, et je ne lâcherai jamais le morceau, le phénomène d'ubérisation est une des formes les plus appuyées de l'esclavage moderne. Personnellement, je pousse même le bouchon encore plus loin. Je pense qu'accordant ces autorisations, il savait très bien ce qu'il faisait. Les chauffeurs de taxi, à ses yeux, détenaient, je suppose, une forme de monopole. En facilitant Uber, il instrumentalisait Uber pour casser le monopole des taxis. Ce qui est dramatique réside dans le fait que cette histoire de franco-française, d'ordre purement politique, aurait dû se régler en interne. En pratiquant ainsi, ni vu ni connu, je t'embrouille. À présent, il existe encore un autre point qu'il faudrait éclaircir pour déterminer si Macron, à l'époque, avait des intérêts chez Uber ou pas. On appelle ça conflit d'intérêts. Je ne prétends pas, évidemment, que ce soit le cas, attention. Mais la question mérite d'être posée. Et oui, qu'est-ce qui aurait pu justifier le fait qu'il ait été si peu clairvoyant devant le péril que cette société représentait vis-à-vis des droits du travail? Il prétend avoir créé des emplois. Mais en contrepartie, combien de petites entreprises, y compris dans les taxis, ont dû fermer à cause de Uber? Cet argument est complètement scandaleux, ridicule et donc complètement irrecevable. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui est embauché par Uber, justement, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas, je veux dire, au niveau des charges, c'est pas du tout la même chose que pour quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, relativement au droit français. Donc, ça tient pas la route, ça, cet argument-là. C'est vraiment cautionner l'esclavage moderne, quoi. C'est révoltant, révoltant.